Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. Les États généraux de la justice vont se clôturer demain, mercredi 13 novembre, au Palais du Peuple. Déjà, pendant les 6 jours, l'on peut donner raison au président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait dit « Notre justice est malade », mais aussi au ministre d'État, ministre de la Justice, qui a fait sienne cette déclaration et qui tient à des réformes courageuses. À suivre presque toutes les interventions, l'on comprend que les mots qui rongeaient la justice sont légion et qu'il faille une thérapie de choc. Après avoir suivi les uns et les autres, peut-on espérer un nouveau départ pour une administration équitable et saine de la justice? Analyse, critique, commentaire dans cette émission. Donald Trump retrouve la Maison-Blanche après une lutte ardue contre sa challenger, la démocrate et ancienne vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Depuis son élection, le nouvel homme fort des États-Unis a déjà fait plus d'une déclaration en rapport avec les différentes guerres à travers le monde face à l'Union européenne, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour Donald Trump, toutes ces guerres doivent s'arrêter. Quelles sont les implications géopolitiques et stratégiques dans le monde et en Afrique? On en parle tout à l'heure au cours de cette émission, autour de l'info. Voilà l'ossature de ce matin. Autour de l'info en direct, vous voulez poser des questions ou bien vous avez une analyse, une critique ou un commentaire. N'hésitez pas à envoyer vos messages au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, mesdames, messieurs. Merci, bienvenue dans cette émission Autour de l'info. Voilà, autour de l'info, des sujets, grands sujets d'ailleurs ce matin. D'abord, les états généraux de la justice qui s'achèvent demain, mercredi. On a épuisé tous les timings qui étaient donc consacrés à ces travaux. Différentes réformes proposées par les intervenants. Est-ce que ces réformes peuvent-elles guérir certainement la justice congolaise? Voilà le premier sujet. Le deuxième, élection de Donald Trump et les implications géopolitiques et stratégiques dans le monde et en Afrique. Voilà deux sujets. Nous aurons 4 invités, mais d'abord déjà 3 invités sont sur ce plateau. Je commence à ma gauche avec Sylvain Chikoji Mbumba. Il est docteur en philosophie, professeur des universités, chercheur et auteur, fondateur du Centre de recherche et documentation africaine. Il est aussi spécialiste des questions politiques africaines, de l'éthique appliquée et organisationnelle des entreprises et institutions sociales publiques et du Conseil international d'études francophones. Professeur Sylvain Chikoji Mbumba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Encore à ma gauche, Teddy Fitou, journaliste et directeur de publication du journal L'Objectif et rédacteur en chef adjoint du journal Congo Profond, philologue et chercheur. Il est aussi PDG de Abra Claudie Service, expert en communication et en questions internationales. Teddy Fitou est également écrivain et auteur des Congo. Teddy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. À ma droite, Dadi Saleh, docteur en économie de développement et spécialiste des pays du Sud. Il est également professeur des universités et auteur de plusieurs ouvrages. Professeur Dadi, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Voilà, ils sont là. Philippe Kazadi pourra nous rejoindre sur ce plateau. Il est journaliste et éditeur du magazine Kiosque d'Afrique. Il était également attaché de presse du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula. Il pourra nous rejoindre dans cette émission. Nous avons des sujets, vous l'avez suivi déjà, les timings impartis pour les travaux des États généraux de la justice congolaise
s'apprête à s'achever, professeur Dadi Saleh. Comment avez-vous analysé et appréhendé les différentes interventions depuis le début, depuis le discours du président de la République jusqu'à aujourd'hui, les différentes interventions sur la réforme de la justice? Eh ben là, c'est un peu comme faire un petit rapport. Je suis participant effectivement aux assises et nous sentons exactement que, juste pour aujourd'hui, là, s'il y a encore des panélistes pour ces avant-midi, et juste les après-midi, il y a des carrefours où il y a des commissions qui ont été créées, où c'est vraiment libre. Tout le monde a le droit de participer et donner ses avis et considérations pour espérer, je dis bien espérer, parce que je n'ai pas encore toutes les informations, pour espérer que demain, au niveau du Palais du Peuple, on aura la clôture. Mais on attend la dernière communication. Je pense personnellement que c'est un grand travail qui est en train de se faire, où il y a plusieurs intervenants de toutes les couleurs, je vous assure. Hier, c'était les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Communication, l'Excellence Mouyaya, et on a tout le professeur qui passe, on a l'IGF, etc. Je pense qu'il y a vraiment des interventions détails, comme on peut le dire, et on entend un peu tout là-dedans. Il y a des experts, effectivement, des magistrats. Il y a quelqu'un hier qui m'a personnellement beaucoup impressionné. Il vient de l'intérieur, j'oublie un peu son nom, et il a tracé un peu exactement, pratiquement, qu'est-ce qui se fait dans les systèmes judiciaires que nous avons. Alors, en général, les commentaires sont clairs. Tout le monde reconnaît que la justice est malade, comme le président de la République l'a dit, mais nous le savions déjà. Ça, ce n'était pas une nouveauté. Ce n'est pas quand le président de la République l'a dit que la justice est devenue malade. Non, c'était un constat que nous avions fait, que tout le monde a déjà fait. Mais c'était important que ce soit le magistrat suprême lui-même qui puisse le dire. Le ministre de la Justice l'a aussi reconnu. Et il y a maintenant des preuves pour démontrer que la justice est malade. Et maintenant, les travaux, il y a plusieurs pistes de solutions. À mon niveau, j'ai senti qu'il y a plusieurs pistes de solutions, entre guillemets, par rapport au système. C'est-à-dire que c'est un peu trop technique jusque-là. Mais il y a à encourager et nous espérons que nous aurons quand même des résultats qui vont sortir de là. Mais comme je l'ai dit, je profite directement pour donner nos pistes de solutions. Jusque-là, on continue à demander à l'excellence ministre d'État de la Justice, Maître Constant Moutamba, et effectivement au président de la République, parce que pour moi, j'ai souscrit l'approche en 3 points. Le premier point, c'était la philosophie de notre justice. Heureusement, nous avons un expert en philosophie. Moi, je ne suis pas expert. Quelle est la philosophie de notre justice? Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on ne l'a pas bien définie. À ma connaissance, je n'ai pas entendu. C'est un peu comme si on tâtonne. Whenever you don't have a guideline, quand vous n'avez pas une ligne de conduite, ça va? La façon de percevoir vraiment la chose, on peut avoir et tout le monde est d'accord avec tout le monde, avec nous tous, c'est qu'il y a des instances qui s'entremêlent, on ne sait pas la justice sert à quoi, la population ne comprend pas à quoi sert la justice, le ministre lui-même l'a dit, ça va, 7 sur 10 des Congolais sont totalement insatisfaits de notre justice. À vrai dire, c'est loin d'être de l'insatisfaction, c'est même l'incompréhension. On ne sait même pas la justice, c'est quoi exactement. Ce qui fait que nous avons un problème de philosophie de notre justice et cela doit sortir du peuple congolais et représenté entre guillemets par le président de la République et toutes les instances. J'espère que ce travail pourrait être fait. Le deuxième grand point, c'est le point en termes des ressources humaines. Alors, nous avons encore l'expert, parce que quand on parle des ressources humaines, on parle de l'éthique, on parle de quel type d'homme nous avons pour effectivement diriger. Parce qu'on peut bel et bien avoir des lois et tout le reste, mais entre nous, il y a des responsables de la maladie de notre justice. Ça peut être de faits normaux, naturels, oui, mais il y a vraiment des faits humains qui sont clairs, noirs sur blanc. Et qu'effectivement, la corruption, éthique 0, entre guillemets, pour ne pas dire 1 sur 10, pour donner quand même 1, éthique 0, mais c'est qui n'a pas l'éthique? Ces gens-là sont identifiés. C'est ça le vrai problème. Pour l'instant, ça va. Le deuxième point ne me satisfait pas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'intervenants, je ne cite pas les noms pour raison encore déontologique, ce sont ces mêmes personnes-là.
C'est même personne, celui-là qui a écrit, je ne sais pas quel livre en termes de juridiction et justice, ça va, c'est lui-là qui a fait et c'est lui-là qui a fait. Je pense qu'il y a eu un problème de choix par rapport vraiment à plusieurs intervenants. La fois passée, j'avais proposé qu'il y ait une catégorie qu'on appelle les Wazalendu, avec les Ouzalendu, qui peuvent être partout en République démocratique du Congo, qui ont un œil un peu plus neutre. Parce que là, on ne peut pas être juge et parti. Or, les gens vraiment qui ont la main, ça va, comme je vous ai dit, ce sont des ministres, mais les ministres sont déjà dans l'exécution. Ceux qui n'ont pas fait, quand est-ce qu'ils vont le faire? Bon, que Dieu nous préserve et que cette fois-ci qu'il change. Tous les procureurs qui sont déjà là et qui sont des éminents, mais qu'est-ce qu'ils vont encore faire? On nous amène celui qui avait fait la Constitution et qui avait fait quelque chose il y a 10 ans, 20 ans. Oui, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qu'ils vont faire aujourd'hui? Donc je pense qu'il manque un peu de courage pour rompre avec tout ce qu'on a déjà fait, par exemple 100%. On prend les positifs et on rejette le négatif parce qu'il faut reconnaître cela. Donc nous avons un problème sur le deuxième point et c'est là où ça m'étique un peu. On a un sérieux problème de ressources humaines parce qu'on reprend les mêmes ressources humaines en espérant qu'on va faire mieux. Je suis désolé, Excellence, Monsieur le Président. Théoriquement, nous n'avons même pas... Vous avez préféré qu'on fasse table rasa lors de ces travaux. Vous savez que dans la vie, parfois, il faut savoir faire table rasa. Moi, je parle plutôt de la révolution de notre justice. Jusqu'à preuve du contraire, je ne sens pas, j'espère franchement, je ne sens pas la révolution de notre justice. Pourquoi? Si on n'a pas de révolution de notre justice, en termes surtout des ressources humaines, les mêmes personnes retourneront et feront la même chose. Apparemment, vous voulez dire que les États généraux tels que pressentis comme guérisseurs de la justice malade, oui. Ça semble être loin de ce qu'on espérait. C'est pas très loin, ça va, parce que ce n'est pas encore fini et nous espérons, nous sommes à la RTNC, nous espérons que le président de la République va nous écouter et les ministres d'État de la justice. S'ils ne nous écoutent pas, je pense qu'on va tourner en rond. On va faire un peu ce qu'on dit, un cercle vicieux, ça va, de l'injustice. Parce qu'on n'aura pas le cercle vertueux de la justice parce qu'on n'aura pas à rompre. Un cercle vicieux, on le rompt. Si vous ne rompez pas, ce n'est pas compliqué. C'est la même chose. Mais le troisième point, rapidement, c'était l'aspect du système systémique. OK? Et c'est là où je pense que beaucoup des gens... C'est là où beaucoup de gens s'attellent. OK? C'est qu'il y a des corps de la justice, il y a leur imbrication, ça va comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble ou pas, et exactement, c'est trop technique, ou parfois moi-même dans la salle, je suis perdu. Comme je ne suis pas juriste, là je peux bien comprendre, mais ça c'est loin d'être le vrai problème. Pourquoi? Parce que si on a une bonne philosophie de notre justice, on fait une révolution de notre justice, c'est-à-dire que même le système va s'adapter à la philosophie. Mais là, le système va s'adapter à quoi? Encore à la justice gréco-romaine? Et c'est là où nous avions proposé exactement qu'on puisse retourner un peu à nos valeurs africaines, à nos valeurs culturelles. Parce que ce ne sont pas les Blancs qui nous ont appris la justice. L'arbre à palabre existait. Je suis désolé, toutes les fois qu'on les dit, mais on ne le voit pas. Je pense que même les chefs coutumiers l'ont dit dans la salle à plusieurs reprises qu'ils ne se sentaient pas considérés. Eh ben oui, je suis là, j'ai dit, c'est ce qui s'est passé, se passe encore. Voilà. Ils ne se sentent même pas considérés. On va revenir. Donc ça, c'est un point très important. On va revenir à vous, professeur Dadi Saleh, professeur Sylvain Chico Jimbumba. Vous êtes philosophe et quand le prof a ouvert la bouche, c'était pour commencer par on ne comprend pas la philosophie de notre justice. Vous êtes d'accord avec lui? Parfaitement d'accord. Je vous remercie, monsieur Gustave, pour m'avoir invité encore une fois dans cette émission. Nous allons débattre de la justice. Je pense que le prof a été excellent, puisqu'il n'y a pas de justice sans culture. La justice, ou tout simplement, tout peuple doit réfléchir à partir d'un point culturel donné. Ce point culturel donné, c'est notre culture, c'est nos habitudes, ce sont nos attitudes qui sont dans notre pays, et que de ce point de vue-là, la justice devra se fonder sur ça. Mais s'il faut revenir à la question des États généraux, je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'à partir des États généraux, qu'on puisse guérir notre justice. Pourquoi?
Parce d'abord qu'on n'a pas une très bonne conception de cette justice qui ne part d'aucune part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une philosophie fondamentale qui crée notre justice. J'ai fait ma thèse sur la quête du bonheur partagé chez les Balouba du Kasaï, et qu'il y a un aspect de la justice que j'ai dû développer où on montre qu'il existait déjà cette justice, cette manière de concevoir la justice et de l'appliquer dans le contexte culturel qui est le Balouba du Kasaï. Et quand vous avez les Chibaou, tout ça, c'est de la justice, ce sont des sentences qui se faisaient. Quand quelqu'un faisait du mal, où il était sorcier reconnu, on pouvait l'écarter. C'est pourquoi vous trouverez qu'un enfant de tel a été écarté, il est à tel endroit où il est allé se marier, il a une descendance. Et nous avons des rapports, quand vous allez vous marier, on dit non, 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 c'est votre fait, vous ne pouvez pas vous marier. Donc, il y a eu cette situation, cette philosophie de fond qui a existé dans nos cultures, dans toutes nos cultures, qui sont des cultures bantoues, qui se recoupent, qui se remarient, qui se complètent et se fécondent. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas que ces états généraux, qui sont des états généraux techniques, puissent arriver à guérir notre justice. Deuxième élément, comme le professeur l'a dit là, qu'il y a un problème d'éthique. Toute justice doit se fonder sur une éthique. Quand je parle de l'éthique, je vois les gens qui gèrent cette justice. Et tous ces gens se retrouvent dans ces états généraux. Ce sont des caciques, des corrompus, des gens qui ne peuvent rien nous apporter de neuf, mais qui se retrouvent là. J'ai fait beaucoup d'émissions sur les magistrats. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, je ne faisais que de telles émissions pour stigmatiser la corruption au sein des magistrats. Le ministre d'État, Constant Moutamba, n'a pas dit quelque chose de neuf. C'est des choses que nous avons déjà écrites et puis discutées, proposées au niveau des instances audiovisuelles. Ici, chez vous, on a fait des choses comme ça. Il n'y a pas d'éthique au sein des personnes qui gèrent cet appareil judiciaire. Ce sont des corrompus. Un magistrat qui s'arrange justement avec un avocat pour voler l'argent auprès de leurs clients. Tout ça, c'est... Et ils sont là. Ils vont le faire de façon technique. Non, il faut faire ceci, cela. Mais quand il n'y a pas cette éthique au fond, donc cette justice ne va pas se guérir. Et je pense que la conclusion à ce niveau-là, c'est de dire qu'il faut la rupture. Vous voyez, il faut la rupture. Il faut avoir le courage de dire, de faire cette rupture, de faire cette révolution. Alors, selon vous, qu'est-ce que le ministre devait faire? Cette rupture dont vous parlez, c'est qu'il coupe avec tous les anciens, comme l'a dit professeur Dadi, qu'il fasse table rase. Et comment il va donc sauter? Parce qu'il est dans un système. Vous savez, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il s'est attaqué à la justice. Il a même congédié beaucoup de magistrats, plus ou moins 300 ou 500 magistrats qui sont partis. Parce qu'il y avait ce que j'ai appelé plusieurs fois les démons de la dérive, c'est-à-dire d'abord la corruption, le tribalisme, le désordre, et il a balayé tous ces gens-là. Mais ces gens sont revenus. Est-ce qu'ils ont changé? Non. Et la justice continue à mourir, à souffrir de cette grave maladie, des antivaleurs qui sont au sein. Donc, vous avez vu 3500, plus de 3500 participants avec autant d'orateurs. Ça n'apporte rien. Vous pensez que ça ne va pas guérir la justice? Ça ne dit Pourtant, c'est l'espoir du ministre d'État. On a invité des philosophes pour discuter sur cette justice. Il avait fallu un noyau qui travaille. Un noyau des hommes intègres, des hommes justes, des hommes intelligents de notre pays. Ils ne manquons pas. Il y a des philosophes qui n'étaient pas là, il y a des sociologues qui n'étaient pas là pour étudier même la sémantique de notre justice à partir de nos cultures. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce que vous allez donner? Beaucoup de confusion. Et ces mêmes personnes, ces mêmes procureurs, ces mêmes magistrats, ils vont revenir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais
on n'aura pas Si guéri vous voyez bien les États généraux, on a élargi les cercles. Il y a eu des pasteurs, il y a eu j'ai vu des parlementaires, des députés, j'ai vu des artistes, j'ai vu beaucoup de gens de différents domaines, des administratifs qui sont associés à ces travaux. Même les gens de la société civile ont été sélectionnés. De toutes les façons, rien ne va venir de bon de ces états généraux. Croyez-moi. Alors, je suis sceptique là. D'accord avec professeur Dadi et professeur Sylvain? Moi, je vais plutôt prendre un aspect tout à fait différent de ce qui a été développé pour ne pas qu'on puisse se redire. Je prendrai des casquettes. Hein. Je prends d'abord ma première casquette de journaliste. Et en tant que tel, je suis stupéfait de constater la théâtralisation que nous assistons. On part d'un très bon constat que la justice est malade, ça c'est une évidence. Et juste après, comment faire pour apporter des solutions? Là, la machine se met en branle. On a besoin, moi je suis journaliste, hein, je peux me permettre de citer des noms, ce n'est pas des choses personnelles, c'est juste pour illustrer ce que je vais dire. Je ne vois pas au nom de quoi, pour les états généraux de la justice, on aurait besoin des pasteurs. Pourquoi pour les états généraux de la justice, on aurait besoin des musiciens chrétiens? On est dopé à la dépense publique dans ces pays. Parce que toutes ces personnalités-là percevront quelque chose. Mais pour des sujets importants pour la nation, la construction des routes, l'électrification de nos villages, le paiement des enseignants, là, il n'y a pas d'argent. Il y a toujours un problème. Mais pour dépenser de l'argent comme ça pendant 10 jours à boire et à manger, on va convoquer toutes les spécialités comme si on refaisait ce que le chef de l'État avait réalisé avec, lors de la création de l'Union sacrée, je ne sais plus comment on appelait ça déjà, où il recevait les consultations générales et tout ça. Non, les États généraux devaient se limiter principalement à tous ceux qui ont trait à la justice, premièrement. Et pour modifier cet état d'esprit, là je rejoins ce que le prof a dit, on aurait pu scruter ceux qui analysent la société. Parce qu'on a un problème de notre société. La justice, c'est au cœur de la nation. Lorsque la nation est malade, lorsque vous êtes malade, vous cherchez un médecin. Lorsque vous avez un problème intellectuellement, vous cherchez tout ce qui... Les sciences humaines, ce sont ces spécialistes-là qui devaient analyser ce qui a abouti à ce qu'on en arrive là où nous en sommes. Mais à la place, on part dans tous les sens et tout. Et le deuxième aspect, c'est que c'est maintenant le côté chercheur. Moi, en tout cas en Occident, lorsque vous faites de la recherche scientifique, ça vous oblige à être humble. Tout à fait. Il n'y a qu'en RDC où je vois des gens bomber les torses pour dire, moi je suis enseignant, j'ai enseigné les droits pendant 30 ans, mais si la justice est malade, ce sont vos élèves, non? Ce sont vos étudiants. Ça veut dire que vous avez produit ces fruits-là. Ce sont vos fruits. Vous devez avoir honte. Lorsque je vois des professeurs s'aligner pour nous expliquer, mais ce sont les mêmes qui ont travaillé à la Constitution de 2006, qui sont en train de décrier aujourd'hui. Ils nous ont vendu il y a une dizaine d'années que c'était la meilleure Constitution. Et 3-4 ans plus tard, ils nous disent que c'est une Constitution qui doit évoluer. Pourquoi? Ils en trouvent une 50aine d'articles qui doivent modifier. Donc, quand vous faites un travail, 10 ans après, vous devez en modifier une 50aine, ça veut dire qu'au départ, lorsque les prémices sont fausses, c'est normal que les conclusions que l'on trouve soient aussi erronées. Donc, ce sont eux qui nous ont amenés là. Normalement, là, j'ai rejoint ce que le professeur Dadi Saleh disait tout à l'heure. Ce sont des gens qui ne devraient même pas faire partie de cette histoire-là. Parce qu'on est en train de critiquer leur travail à eux. Ils ne devraient pas y être. On devait prendre des gens qui n'ont pas été dans la matrice originelle pour qu'ils aient un œil critique par rapport à ça et qu'on puisse évoluer. Mais pour chiter, je reviens sur le ministre de la Justice. Vous savez, en politique,
là je parle en tant que communicant, dans la communication politique, il y a ce que les gens comprennent et ce qui est réellement la réalité. On a une tendance à croire que Constant Mutamba, à lui seul, va réparer les problèmes qu'il y a dans notre justice. C'est faux. Quelle que soit sa bonne volonté, quel que soit son talent personnel, et il en a, mais il ne résolvera jamais les problèmes de la justice, parce que ce n'est pas lui la justice. Le problème est beaucoup plus profond. Il va passer 5 ans à organiser les états généraux, à vilipender les magistrats, et à la fin, lorsqu'on fera son bilan, il aura beaucoup parlé. En tout cas, en termes du ministère de la parole, on sera content. Mais là, la réalité, c'est l'administration judiciaire. Mais comment vous avez dit la volonté est là. En politique, la volonté est là. En politique, on ne juge pas la volonté, on juge des faits, on juge des résultats. La volonté, il n'y a aucun politique qui vous dira, moi je vais telle fonction pour aller voler. Vous ne le verrez pas. S'il faut les prendre individuellement, vous serez toujours convaincu. On a fait des millions d'interviews avec eux. Souvent, tu dis, oui. On dit toujours qu'il y a la RDC à tout, mais il y a un problème de volonté politique. Et lorsque quelqu'un montre la volonté de mieux faire, moi je crois, à mon niveau, je donne la parole, mais je crois que Mutamba, pour pouvoir avoir ce qu'il y a dedans, c'est pourquoi il y a des états généraux, pour comprendre, parce que j'ai suivi professeur Sylvain, vous avez suivi aussi, comme moi, les différentes interventions. Vous avez tendance à croire que chacun est allé plaider pour sa situation. C'est la conclusion à laquelle... On ne sent pas qu'il y a pour notre justice, voilà. Peut-être c'est lui qui vient de l'intérieur, que les professeurs ont suivi. On ne sent pas ça. On sent... Non, pour les musiciens, il faut protéger les musiciens. Pour les pasteurs, il ne faut pas... Est-ce que c'est de cela que viendra la guérison de la maladie? Je vous ai dit que je suis pessimiste pour 2 raisons. La première, il n'y a pas une réflexion profonde sur le mode de gouvernance de notre justice. Et cette justice n'a pas un fondement philosophique qui parte de nos cultures, puisque dans toutes nos cultures, vous trouverez qu'il y a déjà un mode de justice, un mode de fonctionnement de cet appareil judiciaire. Et de ce premier point de vue, ça ne peut pas marcher. Deuxième élément, c'est que vous constaterez que tous ceux qui viennent plaider, être là sur le plateau, les pasteurs, les musiciens, les anciens juristes, les magistrats, les procureurs, tout le monde part et protège son corps. La plupart sont vos collègues professeurs. Oui, ils sont professeurs. Écoutez, c'est pas ça. Hein. L'ami venait de dire que on est professeur, c'est vrai, mais il y a des professeurs qui sont au service. Il y a d'autres qui sont au service de la réflexion. Donc, il faut faire la différence. Je ne dis pas qu'ils sont tous piètres, mais il y a des professeurs qui sont justement pour embellir certaines choses. Mais la réflexion rigoureuse fait de ce professeur, comme l'ami a dit, lui donne une dose d'humilité. C'est à ce titre-là que nous réfléchissons dans le silence. Nous écrivons le livre, nous parlons, mais on ne nous lit pas. Alors, ici, je voudrais dire ceci, que tous ces gens qui passent, c'est pour défendre leurs intérêts. Et défendre les intérêts n'est pas guérir la justice. On devrait être même dans 2 ou 3 personnes, réfléchir sur fondamentalement du mode de fonctionnement de notre justice. Mais dans ce marché où tout le monde doit passer, les pasteurs, tout ça, ça va apporter quoi? Rien du tout. Ils vont nous faire des rapports, des synthèses et des résolutions, mais ça n'aura pas apporté grand-chose à la justice. La justice élève une nation et elle demande qu'il y ait une réflexion profonde des gens qui ne sont pas
dedans. Et je pense que les meilleurs juristes, ce sont des philosophes qui écrivent, ce sont des sociologues, ce sont des gens de la culture qui sont là, qui viennent. Comme je vous ai dit la dernière fois, les constitutions du monde, les meilleures constitutions du monde n'ont jamais été écrites par ce que vous appelez les constitutionnalistes. Il est tel professeur, éminent professeur. Mais vous avez échoué. Ce sont ces gens qui se retrouvent dans les États généraux, qui ont échoué, qui sont là, qui reviennent, qui vont raconter des bêtises et qui sont toujours là. Et ce sont eux qui vont gérer les instances judiciaires. Et vous attendez à quoi? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et ça continuera de cette manière-là. Moutamba aura passé tout son temps à bavarder, à crier ce qu'il fait là, mais il n'apportera aucune solution pour guérir cette justice. Professeur, d'accord avec professeur Sylvain? La plupart des fois, je déteste penser que je suis d'accord ou pas. Je donne ma contribution. Absolument. Parce que quand on réfléchit, il faut considérer tous les avis pour avancer. Et là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore fini. J'appelle ça équation maximale pour le développement, avec toutes les contraintes. Or, dans une équation, on peut avoir des points X peut être positif, mais Y peut être négatif, etc. Mais ça reste une équation et c'est ça qui va donner les résultats. On n'aura jamais un résultat sociétal, ça va, sans qu'il y ait des forces, sans qu'il y ait des chocs des idées. Je pense que globalement, je suis d'accord, mais je n'ai pas le droit qu'on ne puisse pas avoir espoir. Non, nous devons avoir espoir. Et nous devons être capables de reconnaître un pas sur 1000 qu'on doit faire. Donc pour moi, avec le ministre d'État de la Justice, c'est un pas. Je précise qu'avant ceci, même si ça n'a pas été fait peut-être comme on le souhaiterait, je suis d'accord, il y a quand même eu des consultations populaires. Et il y a eu des consultations, je n'ai pas été consulté, ça va, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de consultations. Il faut différencier les choses. Il y a eu des consultations, ça va, je ne sais pas de qui, il y a toute une liste, etc. Et exactement, là où je ne suis pas vraiment de l'avis, comme je l'ai dit, c'est pas que c'est pas correct, c'est que une justice, comme le professeur vient de le dire, tout le monde peut être impliqué. Ce n'est pas parce qu'on est musicien qu'on ne peut pas être impliqué. Mais le problème, c'est à quel degré. Parce que dans une équation effectivement maximale, il faut savoir si vous avez 50 X exposant 20, ça n'aura jamais la même pondération que Y exposant 2. Vous comprenez? Il faut quand même abaisser les mathématiques qui ont toujours posé le problème. Oui, mais je sais, il faut encourager aussi les jeunes à apprendre, parce que les gens pensent que les mathématiques n'ont pas de sens. Ça a énormément de sens pour comprendre la vie. Lorsqu'on parle de X, Y, 0, moins 2, je vous assure, je suis l'adepte de la compréhension des mathématiques pour une meilleure compréhension de la société. Parce qu'effectivement, le fait qu'on ne comprenne pas, ça va, les X et les Y, ça fait que beaucoup de gens pensent que les mathématiques n'ont pas de sens. Ok, on peut fermer cette parenthèse. J'étais en train de vouloir dire que ce qui se fait, c'est un pas. Déjà, cette volonté, c'est un pas. Je suis bien d'accord. Je venais moi-même de le dire et j'étais content, parce que quand on est devant les experts, je ne suis pas expert en philosophie, le professeur a été d'accord avec moi sur ce point, je suis vraiment flatté, parce que je ne suis absolument pas expert en ça. Mais j'ai dit, effectivement, ça fait très longtemps que je l'ai dit, nous manquons une philosophie de notre justice. C'est-à-dire, effectivement, qu'il faut constituer cette philosophie. Or, pour constituer cette philosophie, il ne s'agit pas des États généraux. Il s'agit du chef de l'État, des organes, etc., comme il a dit, des experts. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'asseoir pour une matière aussi technique sociétale. Les profs a été très éloquents, c'était clair, il faut des psychologues, des sociologues, des philosophes, c'est vraiment des gens aguerris, c'est même pas nécessairement des juristes. Non. Moi, je suis expert en développement. En développement, on nous dit, nous ne faisons que constater. Notre justice est malade et se développe dans les négatifs. Un point, un trait, c'est tout. C'est-à-dire que tout le monde qui intervient dans la justice, en grande partie, à plus de 90%, si on dit, le chef de l'État a dit que c'est médiocre, c'est pas moi, a dit c'est malade, c'est en coma. Donc, quand vous êtes malade, donc vous n'êtes pas en bonne santé. Alors, tous ces gens-là sont malades. Qui est malade? Parce qu'apparemment, on pense que les gens qui sont malades, on ne les connaît pas. C'est ces corps-là qui est malade. Il faut relativiser. Non, je ne relativise pas. Lorsque vous dites tous ces gens-là sont malades... Non, tout signifie quoi? Y compris vous qui êtes participant là-bas. Oui, je suis malade. Non. Il faut reconnaître sa maladie pour se guérir. Non. Le malheur, c'est quoi? Il faut changer de terme, professeur. Dire que tous ces gens Nous sont sommes malades, tous malades et ça a été dit aux États généraux par des ministres et par tous les éminents. Donc celui qui veut dire l'inverse, je ne suis pas populiste. Ça a été dit
par pratiquement tous les éminents. Que la justice est malade. Que nous sommes Les gens ne se reconnaissent pas malades. C'est ça même le problème, comme je suis en train de dire. Quand tu ne te reconnais pas comme malade, tu ne peux pas prendre de médicaments. Tu ne peux pas te guérir. Moi, professeur docteur Dadi Saleh, je reconnais que je suis malade. Parce que je peux avoir aussi des germes de corruption. Je vis dans un environnement totalement corrompu. Totalement, c'est d'une façon relative parce que je suis enseignant. Dès que vous avez 80%, on dit que vous avez distingué. Absolument. Dès que vous avez 40%, on dit que vous avez échoué. Vous êtes médiocre. On ne considère plus le reste. On dit tout simplement que vous êtes médiocre. Donc ici, on devait dire que nous avons une justice médiocre. Je n'ai injurié personne. On fait une cotation comme le chef de l'État. La justice est malade et à l'agonie, donc elle est médiocre. C'est-à-dire que la justice est représentée par ce que je vous ai dit, par sa philosophie, par un corps et par un système. Apparemment, on ne comprend pas ce qu'on dit, professeur. C'est aussi simple que ça. Alors, par une philosophie, c'est-à-dire que la philosophie doit être corrigée. Ce n'est même pas corrigé, puisqu'apparemment, jusque-là, on n'a aucune philosophie de notre justice. Donc, je demande à son Excellence, Monsieur le Ministre, moi, je ne pense pas que ça ne va rien produire. Je demande parce qu'effectivement, on a encore un jour, et ce n'est pas la journée. Ça peut continuer à se travailler. On peut travailler sur cette justice. Prenez des éminents, prenez, je ne parle pas seulement des professeurs, prenez des gens qui s'y connaissent et prenez surtout les Ouazalendou. Je l'ai précisé, des gens qui aiment la nation. Parce que vous savez, entre le patriotisme et des connaissances tronquées pour tuer cette nation, moi je préfère le patriotisme. Je suis sûr et certain qu'un Mouzalendou, ça va, ne va pas faire des textes pour voler la nation. Mais vous pouvez avoir des éminents professeurs qui vont vous faire des textes pour effectivement bien voler la nation. Et c'est ce que nous voyons. C'est-à-dire effectivement, je vous ai parlé de l'équation maximale. Il faut une combinaison des Ouazalendou, des Ouzalendou, de vrais patriotes aguerris, confirmés. Ils sont neutres, on l'a tous dit. Des gens qui n'ont pas été dans cette boue, qui ne sont pas aussi malades que ça, parce qu'au fond, quand nous sommes tous malades, mais nous ne sommes pas tous malades au même niveau. Ça va? D'accord, mais je me suis rendu compte que vous êtes attaqué beaucoup plus à la forme. Pourquoi? Pour trouver la guérison à la maladie, ce qui est fait, la forme là ne peut pas donner l'espoir de pouvoir guérir la maladie. Faites attention. Qu'est-ce qui devrait être fait? Parce que la question reste pendante. La justice est malade. Teddy Fitou, qu'est-ce qui doit être fait? Professeur, je reviendrai à vous. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec les professeurs sur une chose. Ouais. Je ne me considère pas malade. Pourquoi? Parce que je ne suis pas impliqué dans tout ce qui s'est fait. Je n'ai pas volé, mes parents n'ont pas volé, ils n'ont pas été dans ce qui nous a entraînés là où nous sommes. On ne peut pas porter la couronne des autres. C'est aussi un problème ici, dans ces pays. Je vais voler, lorsqu'on va dire que vous avez volé, j'ai dit tout le monde vole. Donc ça culpabilise tout le monde et on ne sait plus différencier les voleurs de ceux qui ne le sont pas. Moi, je ne me considère pas voleur parce que je ne suis pas impliqué dans ça. Que ceux qui sont impliqués dans ça se considèrent voleurs et nous allons constater. Deuxièmement, il y a une ambivalence dans ce que nous disons. Et c'est cela qui est triste. D'un côté, on constate que la justice est malade, mais c'est au nom de la même justice qu'il y a des gens qui se bombent le torse. Moi, je suis journaliste et je parle en tant que journaliste. Je vais prendre des faits. On a eu, dans la semaine, l'ancien ministre des Finances qui a été, par la justice, s'il vous plaît. Donc, lorsque la justice se prononce, il n'y a plus de débat. La justice a déclaré qu'il était disculpé. Donc, on considère qu'il n'est plus en affaire par rapport à tout ce qu'on a pu avoir comme dossier sur lui. On respecte la justice. Mais, il y a une présomption. Quel est le sentiment que cela laisse dans la nation? Et là, je parle en tant que quelqu'un qui travaille avec la population, avec différentes couches. C'est ça le problème de la justice dans ces pays. On s'est dit, ah, lui, il est disculpé parce qu'il serait proche de tel ou tel autre. Et c'est ça le problème fondamental. Il faut qu'on arrive à obtenir, parce que vous avez posé la question sur les fonds, pour que la justice se rétablisse dans ces pays, il faut que tout le monde puisse avoir l'impression d'être traité de la même manière face au même problème. Si nous avons un dossier de forage qui, de mémoire, ça peut être traité dans plus ou moins 6 mois. On a des gens les dossiers qui sont réglés, mais il y a des gens qui ont des conflits parcellaires.
qui attendent jusqu'à 30 ans. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Là, je suis sur le fond. Qu'est-ce qui doit être fait parce que nous voulons clôturer le sujet? Mais justement, c'est ça la solution. La Oui. solution, c'est d'avoir une justice juste, qui s'attaque à tous les problèmes de la même manière, avec la même célérité. On ne peut pas laver quelqu'un en moins de 6 mois parce qu'on veut lui C'est ouvrir. ça les souhaits du ministre, c'est ça les souhaits du président de la République, une justice libre. Et il faut, si vous avez suivi le discours du président, il faut restaurer notre justice. Que faire? C'est ça la question. Ce qu'il faut faire, il faut enlever toutes les pesanteurs qui pèsent sur la justice congolaise. Et c'est connu. La première pesanteur et la plus lourde, c'est la pesanteur politique. C'est la plus évidente. Tout le monde sait, dans ces pays, vous avez un problème sur la rue, vous connaissez telle personne, vous appelez, il appelle, même si vous avez un accident, vous avez mal garé, il suffit que vous appelez Excellence, Honorable et tout ça, on les voit à l'aéroport. Pour écarter cette pesanteur politique. Il faut que le chef de l'État, c'est la seule personnalité, la seule institution à même de pouvoir donner l'exemple. Imaginez dans ces pays si on arrêtait un ministre en fonction. Pas parce qu'il aurait eu des problèmes politiques, il serait contre les chefs, mais non, parce que par exemple, il aurait détourné l'argent et on l'aurait arrêté, mis en prison. Et on a arrêté Kamel, on a mis en prison. Je ne vais pas aller nominativement. Qu'il était directeur de cabinet du président. Après, c'est quoi la suite? Quelle a été la suite? Oui, c'est ça l'impression. Si la justice a tranché. Non, le problème c'est l'impression. J'ai été clair. Moi, je ne peux pas revenir sur la décision de la justice. Une fois que la justice a tranché, la chose est dite. Mais le problème, c'est l'impression. Quelle impression ça donne? Il ne faut pas que l'impression que la population aura de ces décisions soit une impression. Ça, ils sont en train de se protéger entre eux. Tel groupe, c'est parce que lui, il est ministre. Il a été directeur du cabinet. Ça a été négocié en coulisses. Je ne dis pas que ça a été ça pour Kamere ou ça, pour Nicolas. Je parle de l'impression. Donc si on veut avoir une solution, il faut que la justice puisse être tranchée. Je donne un dernier exemple. Vous savez qu'on a eu les élections. C'est une seconde. On a eu les élections. Quelle était l'instance qui a décidé qui ont été élus et qui n'ont pas été élus? C'était quelle instance? C'est l'instance judiciaire. Ça veut dire, si vous dites que c'est malade, ça remet en cause en grande partie toutes les décisions. On s'est dit, en quel moment la justice est juste, en quel moment elle ne l'est pas. Quel est le remède? Les remèdes, c'est la pesanteur politique doit sortir des affaires judiciaires. C'est ça la meilleure qu'on puisse avoir. D'accord. Professeur Sylvain, que faire pour restaurer la justice? Vous vous êtes attaqué à la forme, plus de 3500 participants pour rien. Ils n'ont pas consulté les philosophes, les philologues, ils n'ont pas consulté. Et puis, ils ne pouvaient pas, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut même 3 personnes qui pouvaient réfléchir pour trouver la guérison à la justice. Que faire concrètement, rapidement, parce que nous voulons passer au deuxième sujet. J'expliquais déjà au départ que une justice doit partir d'un socle culturel. Tant que notre justice ne part pas de nos cultures, où il y avait la vraie justice. Mais la RDC a combien de cultures? Non, mais il y a des cultures, mais on peut travailler dans chacune de nos cultures. Il y a toujours les mots. C'est compliqué, c'est vaste. C'est pas compliqué. Il y a des spécialistes pour ça. Si il y a des sociologues qui peuvent tirer les conséquences. De la RDC pour baser la justice. Quand vous faites une thèse, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez autant d'ouvrages, vous faites la synthèse. Vous voyez, nous pouvons faire la lecture de nos cultures et en sortir des synthèses qui peuvent nous aider à fonder notre justice. Et là, ça doit prendre combien de temps parce qu'il y a urgence? Il y a déjà des données. Il y a déjà des données, beaucoup de données. Il y a déjà beaucoup de spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Mais on n'a pas fait recours à ces spécialistes. Deuxièmement, nous vous avons dit qu'il y a un corps qui gère cette justice. Ce corps est malade, c'est justement ce corps qui est malade. Vous voyez, ce corps est malade, ce corps vit malade des antivaleurs.
Il faut transformer par les valeurs. Notre justice ne peut se transformer que par des valeurs et par des nouveaux systèmes de valeurs que nous avons. Tant que nous n'arrivons pas à ce niveau-là, rien ne va sortir de ces fameux États, je ne sais pas comment vous appelez ça, États généraux de la justice. Professeur, on termine avec vous. Apparemment, vous êtes d'accord, bon, vous ne voulez pas qu'on dise ça, mais vous êtes d'accord avec le professeur Sylvain. Je suis d'accord. Mais si vous, professeur Dadi Saleh, on vous dit, voilà, on a fait les états généraux, mais on sent qu'il y a encore quelque chose qui manque concrètement. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour guérir? Je crois que demain, le président de la République qui va clôturer les travaux, il a espéré dans son discours d'ouverture que, bon gré, mal gré, la justice congolaise doit être restaurée. Donner un peu... Très rapidement, je l'ai dit en 3 phases et nous nous sommes répétés. Absolument. J'ai commencé par la philosophie. Vous revenez à ce que vous avez dit au début. Une des meilleures solutions, et c'est une question de fond, on reste constant. Ça va. La première des choses à faire, c'est connaître la grande ligne. La grande ligne ne sort que de la philosophie. Je vous propose une philosophie. Donc la ça philosophie ne sortira pas des états généraux. La philosophie du professeur Dadi Saleh Kujitegemea Tomilukela Tososange Mosi Tujikebel. Je ne sais pas si la philosophie du chef de l'État, c'est le peuple d'abord, je ne sais pas. Apparemment, ça c'est un slogan. Ça va. Il nous faut trouver une philosophie pour notre justice. Et tout doit être là-dedans. Et nous devons prendre cette philosophie du 3e point, ça va, c'est que je dis de nos ancêtres, pas des histoires gréco-romaines, etc. Donc il faut refonder une révolution de la justice. C'est une question de fond, c'est pas une question de forme. Tout ce que nous faisons là, ce sont des petits trucs légers, qu'on change tel cabinet, tel expert. Non, effectivement, je viens de vous le répéter. J'écris un autre livre où j'ai dit, c'est sacrifier une année pour sauver notre nation. Si le chef de l'État nous écoute, ça va, peut-être pas moi, mais qu'il puisse prendre quelqu'un qui va lui dire ce que je suis en train de dire. Mais il le fait dans une semaine, avec le ministre d'État. Parce que les données sont là, les professeurs viennent de vous les confirmer. Les données, on ne va pas les inventer. Il y a tellement de livres, il y a des gens, ce ne sont pas nécessairement mes livres, qui ont déjà écrit sur ça, qui ont fait des recherches. Le deuxième point, c'est ce courage-là. Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le ministre d'État. Si vous ne sortez pas 80% de ce corps-là, vous n'avez pas ce courage-là, alors nous tournons en rond. Vous savez, je prends ce courage parce qu'effectivement, ils peuvent m'arrêter d'une façon ou d'une autre. C'est parce que c'est... Écoutez, non, nous avons... Attends, je vous garantis. Nous avons une chance, c'est qu'effectivement, on nous a dit, pendant ces états généraux, dites tout, n'injuriez personne, je n'ai injurié personne, n'est-ce pas? Et que vous êtes immunisés. Donc là, j'ai les immunités. Ça va? Parce que j'ai fait partie des états généraux. Je demande au chef de l'État, enlevez 80%, pas des petits messieurs, des plus grands. Parce que nous l'avons démontré, nous pouvons le démontrer devant tout le monde. Ce qui rend cette justice malade existe. Ce sont des gens qu'on peut citer leur nom. Depuis 20 ans, 30 ans, ils sont là. Et la justice reste malade. Pourquoi ces gens-là peuvent venir devant nous et se comporter comme des experts? Ils sont experts, effectivement, comme je l'ai encore dit, un autre livre. Nous sommes professeurs, donc on doit écrire. Absolument. Ça va. Un autre livre où j'ai dit les expériences et les expertises dont l'Afrique n'a pas besoin. Je répète, les expériences et les expertises dont l'Afrique n'a pas besoin. Donc, vous avez l'expérience, vous savez comment est-ce qu'on tue les gens en République démocratique du Congo. Vous savez comment, est-ce que vous savez que nous avons des ministres jusqu'aujourd'hui, on les appelle des experts, ils savent comment est-ce qu'on peut déplacer les coltans dans moins de 48 heures. Les coltans qui sortent de Massissi et déjà à Washington. Franchement, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils peuvent faire. Mais ils le font. Ils savent comment est-ce qu'on vole. Donc parce qu'ils ont déjà ce chemin-là. Les expériences et expertises dont l'Afrique n'a pas besoin. Ça, c'est dans les centres développementaux. Et là, nous parlons des expériences et des expertises de la justice dont on n'a plus besoin. Dans notre je préférerais un magistrat, ça va, qui vient de l'école, qui va avoir des formations, ça va aux autres fonctions. Est-ce que je suis pas clair? Qui ne connaît pas comment est-ce qu'on vole, on peut voler 10 millions de dollars juste par rapport à un cas. Ça va, ces magistrats-là est mieux que... Tous ces autres-là vont rester des conseillers. Quelque part là, ils ne vont pas prendre des décisions, ils peuvent conseiller parce qu'on ne dit pas on les tue tous, ça va. D'ailleurs, certains devaient être arrêtés parce que si la justice est malade et le corps est malade, mais personne n'est arrêté, ou bien pour dire même pas 20%, pourquoi ces gens-là ne sont pas... Excellence, Monsieur le Président, pourquoi vous pensez que tout le monde doit blaguer? Pourquoi personne n'est arrêté et que vous savez que nous sommes malades? Donc on est malade, il n'y a personne qui a rendu ce corps malade. Mais alors là, on fait quoi?
On tourne en rond. On devait arrêter au minimum 30% de tous ces magistrats-là, tous ces corps-là. Je suis à la FTNC, je le répète. Si vous ne trouvez pas qu'il faut les arrêter, ne dites plus que nous sommes malades. Donc personne n'est malade, tout le monde va bien. Or, nous n'allons pas bien et personne n'est arrêté. Et alors ça signifie quoi? Bon, il y a des injonctions des politiciens, comme on a dit. Est-ce qu'on peut nous attraper, même 10 à 20 politiciens, et on les arrête ou bien on les démet de leurs fonctions? C'est ce que moi je veux, qu'on ne nous dise pas, parce que tout le monde est d'accord. Excellence, monsieur, s'il vous plaît, professeur, ça va? Oui. Ça a été dit, tout ce que vous dites là, ça a été dit par des éminents. Absolument. Il y a des injonctions des politiciens. Tout le monde les dit. Mais je ne vois pas un politicien qu'on a arrêté. Arrêtez-nous dans une semaine. On peut nous arrêter 5-10 politiciens, ou bien on le demet. Un ministre, il a donné un ordre. Ça va? Pour qu'on fasse ceci, il est arrêté immédiatement. À ce moment-là, je vais dire qu'il y a un espoir pour que maintenant cette influence des politiciens ne puisse plus détruire la justice. Mais si on n'arrête personne, et qu'on dit qu'on est malade et qu'il y a influence, mais quand on arrête, la justice se justifie, vous dites non, on a mal justifié. Un petit mot. Hein, oui, professeur, on termine avec vous. Je parlais des deux là. Les temps... des deux, la philosophie, le corps qui est malade, qu'on doit changer de fond en comble. Et puis, j'ai dit qu'il y a un problème éthique qu'il faudra implanter et donc mettre à l'avance dans tout. Puisque tant que l'éthique n'est pas dans le chef de ce corps qui dirige notre justice. Vous parlez de l'éthique, mais je pensais que vous allez dire qu'il faut que la loi soit au-dessus de tout le monde, mais vous ne l'avez pas dit. La loi doit être comme aux États-Unis, monsieur Teddy. C'est justement cela. C'est la loi qui domine aux États-Unis. Oui, non. Mais le problème, c'est que la loi ne peut dominer que lorsqu'elle est portée par un homme. Ça doit s'incarner. La loi s'incarne. Le problème chez nous, c'est celui-là. Il y a des solutions. Hein. Vous demandiez qu'est-ce qu'on peut faire. Dans une des émissions que nous avions ici, où on parlait, et je l'ai écrit dans un ouvrage intitulé Congo et Grégor du Monde, qui est sorti en 2019, je le disais, il suffit qu'on puisse voter une loi d'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin, par exemple dans des rébellions. Ça règle 50% des problèmes que nous avons dans ces pays. 50% des problèmes sont réglés automatiquement. Parce que nous avons des excellences ex-rebelles, nouveaux rebelles, futurs rebelles. On le sait. D'accord. Merci. Pour aujourd'hui, on termine les sujets état général de la justice. On arrête par là, mais comme les débats se poursuivent, je crois que peut-être le jeudi, on aura encore un regard là-dessus pour clore. Donald Trump retrouve la Maison Blanche après, je crois, 4 ans. Il a lutté, et puis voilà, il est revenu à la tête de la Maison Blanche et des questions se posent. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce retour à la Maison Blanche de Donald Trump? Quelles sont les implications géopolitiques, mais aussi stratégiques pour le monde? Et puis, face à l'Union européenne, au Moyen-Orient et en Afrique. Je commence par vous, professeur Sylvain. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette élection de Donald Trump aux États-Unis? Oui, il faut d'abord reconnaître que Donald Trump a été élu à 2 niveaux. Le niveau populaire, la population qui lui a donné tout, et en plus, le deuxième, c'est les grands électeurs, comme il y a ce système, ce double système aux États-Unis. Dans la nuit, après avoir appris sa victoire, pratiquement Donald Trump l'a mis sous les projecteurs. Vis-à-vis des démocrates qui n'ont pas pu, qui n'ont pas été capables de gérer vraiment l'Amérique, les États-Unis ces 4 dernières années. Ça, c'est d'un point. Maintenant, sur le plan géopolitique, l'élection de Trump va avoir des implications sérieuses dans le monde. Prenons par exemple l'Europe qui vraiment est en difficulté aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réunions entre eux justement pour faire un bloc et faire face
à Donald Trump. D'autres qui, souvent, ont créé des tensions, ils sont allés avec les démocrates pour créer des guerres un peu partout, et cela, Trump va prendre la langue avec tout ça et justement stopper ces guerres qui sont dans le monde, il l'a dit lui-même. Et vous savez que Trump, ces quatre années où il est passé comme président de la République, il n'y avait pas de guerre dans le monde. Quand les démocrates reviennent, il y a des guerres partout, il y a la crise économique, il y a tout ça, mais Trump a été élu sur 3 choses. La première, c'était l'économie américaine. Troisième, restituer à l'Amérique toute sa puissance mondiale. Et troisièmement, donner la paix au monde. Et c'est cela qui va arriver. Et sur le plan, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, il y aura aussi cette implication pour, précisément par exemple pour notre pays, il faut l'imaginer, puisque quand il était là, tous ces va-t-en en guerre qui sont là, et ils vont se retirer, et le pays pourrait peut-être aller dans le sens des business avec Elon Musk qui revient en puissance par rapport aux autres. Vous êtes optimiste? Apparemment, oui. Vous souteniez Trump. Oui, je le soutiens. Retourne à la Maison Blanche. Je le soutiens, c'est un homme imprévisible, certainement, et qui a des idées, et peut-être, vous savez, ceux qui l'ont porté, c'est plus les chrétiens, les gens qui prient, les gens qui connaissent Dieu, tout ça, ça fait partie. Hein. Et toutes ces bêtises qui ont été créées par les démocrates aujourd'hui sont balayées. Et Trump est au-dessus de tout ça. Pourtant les républicains sont considérés comme des dictateurs. Non, ce ne sont pas les dictateurs, ce sont des hommes justes qui travaillent pour le bien des Américains et pour le bien du monde. Je ne vois pas en quoi ils sont dictateurs quand ils vont dire voilà, que la guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie doit s'arrêter. Israël ne doit pas continuer à bombarder, à tuer, sans être jugé. Les génocides qui est à Gaza, au Liban et ailleurs. Tout cela. Mais derrière Israël, ce sont les États-Unis. Oui, les États-Unis n'ont pas dit qu'il faut aller tuer les autres. Vous voyez, ils peuvent vous soutenir, mais ils ne vous disent pas d'aller tuer les autres. Et c'est ce type-là qui est au pouvoir, chaque fois qu'il est là, Netanyahou, quand il est au pouvoir, il y a toujours des guerres, il y a toujours des situations compliquées. Tout le monde le sait, et Trump a été le seul qui lui avait dit de cesser d'arrêter quand il était au pouvoir. Je pense que ça va revenir bientôt. Professeur Dadi Saleh, spécialiste des pays du Sud, comment avez-vous accueilli l'avènement de Trump à la Maison-Blanche, mais aussi, que peut-on attendre de ce retour pour le Congo ou pour les pays du Sud? Pour raison de temps, je ne vais pas répéter ce que l'éminent professeur venait de dire. Je pense qu'on peut s'attendre à certains points du changement au niveau déjà mondial. Ça, c'est presque sûr. Jusqu'à quel niveau? C'est une des raisons pour laquelle on a essayé de tuer Trump à plusieurs reprises. Parce que là, il est imprévisible. On ne sait pas. Personne ne sait qu'est-ce qui peut changer. Tout peut changer radicalement. C'est une possibilité. Mais cela étant, je vais réfléchir comme un Mousalendou que je suis, comme un patriote, comme un panafricaniste, et effectivement expert pour le pays du Sud. À vrai dire, pour l'instant, à voir les cartes au niveau mondial, nous ne devrions pas attendre grand-chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de forces qui vont s'entre-manger la Russie avec BRICS. Okay? Ça sera une très grande préoccupation de Trump, et exactement avec l'Europe, quelle est la relation qu'il va garder avec l'Europe, parce que mine de rien, l'Europe est une sorte de bouclier aussi pour les Américains. Donc ils ne peuvent pas abandonner l'Europe totalement, parce qu'effectivement si l'Europe tombe dans des mains très facilement de la Russie et de la Chine, totalement, c'est-à-dire que les Américains deviennent trop vulnérables. Donc sur le plan stratégique, il ne faut même pas penser. Penser que les États-Unis vont abandonner Israël, que ce soit Trump, que ce ne soit pas Trump, ils ne peuvent pas. Ils peuvent alléger, que la guerre cesse un peu, etc. Mais les États-Unis, jusque-là, sa politique extérieure, ça va, c'est une politique de domination. Et Trump l'a si bien dit. Une politique de domination signifie qu'il y a des gens qui dominent et des gens qui sont dominés. Jusque-là, dans la philosophie américaine et européenne, ceux qui sont dominés, ce sont les pays du Sud, c'est-à-dire les Congos, etc. Les Congos, pour eux, ne doivent jamais devenir gâchettes. Donc Trump ne va pas changer cela, parce que lui aussi le pense. Sur le plan stratégique des États-Unis, au fond, ce n'est même pas un président qui dicte tout.
Il y a d'autres corps qui dictent la grande philosophie des Américains et pour l'instant, les pays comme le Congo, non, ne doivent pas se développer parce que c'est une gâchette de l'Afrique, qu'ils risquent de perdre l'Afrique comme ils ont perdu la Chine, dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi? Pour moi, nous Congolais, avec notre philosophie Kujitegemea, nous devrions comprendre que dans cette bataille, nous devrions profiter sur le plan stratégique. Essayer de mieux nous organiser, dépendre de nous-mêmes, essayer de récupérer notre économie qui est totalement extravertie, on ne contrôle rien, s'il vous plaît. Franchement, nous n'avons pas beaucoup de réflexions stratégiques. Il faudra que nous puissions avoir des leaders avec des réflexions stratégiques. Pourquoi? Parce que dans une négociation, dans la diplomatie, il s'agit des rapports de force. Il ne s'agit pas de qui a raison, qui a tort. Non, ce n'est pas ça les règles au niveau international. Ça, c'est dans la tête de certains ignorants. Je suis désolé. Non, au niveau international, c'est vous pesez quoi? Qu'est-ce que vous avez dans votre gibecière? Comment vous pouvez vous imposer? À ce moment-là, on va vous considérer. Or, la République démocratique du Congo, jusque-là, je suis désolé, Excellence, Monsieur le Président, nous devons changer notre angle de tir au niveau diplomatique. Nous avons une diplomatie un peu naïve, où nous croyons que quelqu'un va nous amener quelque chose. C'est la MONUSCO qui va nous amener, ou bien c'est l'Ouganda qui va nous amener, ou bien quelqu'un va nous amener. C'est la FMI qui va nous amener, on va chercher les investisseurs à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur, etc. C'est totalement une réflexion qui va à l'encontre de ma philosophie. Ça va? Non, on doit se retourner entre nous-mêmes. On se recoqueville. On fait un peu comme la Chine l'a si bien fait. Le maximum de protectionnisme. On change de constitution. Je le répète. On change, je sais que ça fait débat. On change de constitution. Parce que ça fait plus de 10 ans, je ne suis pas d'accord. Je l'ai demandé depuis plus de 15 ans, s'il vous plaît. Je ne suis pas un suiviste. Je ne vais pas me redire parce que maintenant il y a un petit débat des uns et des autres. Ça va? Nous avons une constitution de belligérance qui devait régler un petit problème de pouvoir. Ça va? De ces gens-là. Mais nous n'avons pas une constitution de développement. Nous n'avons pas une constitution pour que la République démocratique du Congo puisse s'en sortir. Donc ouais. Un petit point. Donc, sur ce point-là, il ne faudra pas qu'on compte sur Trump. Il faudra qu'on ait les éléments. Par exemple, l'influence militaire, l'influence organisationnelle, pour qu'en fin de compte, qu'on puisse s'imposer. Qu'on attaque, par exemple, le Rwanda. Je me pose une question, pour quelle raison on n'a jamais attaqué le Rwanda? Oui, parce que nous sommes dans une philosophie naïve. Ça va? Nous sommes dans une diplomatie naïve. Je dis attaquer. Seulement une fois, 2, 3, 4 fois. Vous allez voir comment les choses vont changer. Mais on est encore avec des leaders, effectivement. La grande partie de ces leaders-là ont été mis par les Rwandais, par l'Ouganda, par les États-Unis. Ce qui fait qu'Excellence, Monsieur le Président, vous avez le maximum de conseillers qui ne peuvent pas vous conseiller ce qu'on est en train de vous dire. C'est la raison pour laquelle nous tournons en rond. Je suis désolé. Donc, en ce moment-là, ça va faire en sorte que les États-Unis vont avoir peur. Ils se disent, oh, les Congolais se sont réveillés. La Russie va avoir peur. Les Congolais se sont réveillés. Ils ne peuvent plus brader leurs minéraux n'importe comment. Ils ne peuvent plus accepter n'importe comment. À ce moment-là, nous pouvons nous asseoir avec eux. Sans cela, personne ne va nous s'asseoir avec nous comme des gens respectés. Teddy Fito, vous avez aussi suivi professeur Sylvain, professeur Dadi. Et vous, quelle est votre appréhension? Est-ce que la RDC peut espérer quelque chose? J'ai lu un journal, vraie thématique, qui disait, qui a titré d'ailleurs, la RDC n'a rien à espérer de Donald Trump. Est-ce aussi votre position? Bien sûr. Moi, je suis même étonné lorsque nous nous posons la question d'espérer quoi que ce soit. Donald Trump, c'est un capitaliste dans le vrai sens du mot. Et quand on parle d'un capitaliste, on parle de quelqu'un qui s'intéresse aux intérêts. Et il est à la tête des États-Unis qui est en train d'être menacé, disons ça comme ça, économiquement par la Chine. Donc, il a besoin de trouver des ressources pour asseoir sa première place des superpuissances. Et pour cela, il a besoin de sa monnaie, les dollars. C'est quoi la monnaie par définition? C'est une confiance cristallisée. Pour avoir une bonne monnaie, vous devez avoir une monnaie qui soit à la fois consommée par les plus grands nombres, par le nombre de gens qui connaissent cette monnaie et qui l'utilisent. Et en plus, ça doit être utilisé le plus loin possible de votre territoire. Voilà pourquoi quelqu'un qui est en Afrique du Sud, qui a 100 $, il a confiance. Il a confiance à cette monnaie-là. Et pourtant, regardez sur la carte la position de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Donc, pour que cette domination puisse demeurer,
Trump a besoin de son armée. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les grands maîtres américains, il utilise l'armée, soit pour vous renverser, soit il fomente une rébellion pour déstabiliser et tout ça. Donc par rapport à notre pays maintenant, une fois que ces éléments que j'ai un peu posés sur la table, vous comprenez que les Américains n'ont pas intérêt à ce que le Congo puisse se relever. Okay. Et nous avons commis, pour eux, hein, pas pour nous. Pour nous, nous voulons nous sauver et tout ce qui nous amène une solution, on prend. Mais pour les Américains, c'est une faute. Le simple fait d'avoir permis aux Chinois de s'implanter en RDC. Donc, et ils sont en guerre contre les Chinois économiquement, et vous vous alliez avec leur ennemi. Donc, ils vous voient comme un État ennemi. Voilà pourquoi les Américains ont toujours, les démocrates plus principalement, mais les Américains de manière générale, ont toujours soutenu le Rwanda. Paul Kagame, tout le monde sait qu'il a été formé à l'anglais, c'est un agent américain. C'est quelqu'un qui a été formé là-bas pour nous déstabiliser. Donc, il faut qu'on se dise quand même certaines choses, certaines vérités. Que devons-nous attendre de Trump? Rien. Rien. Rien du tout. Professeur, d'accord avec Teddy, on termine. Parce que vous êtes de ceux qui pensent que comme Trump est de retour, la guerre dans l'Est peut s'arrêter. Mais totalement en désaccord avec les deux intervenants. Oui, bon, je ne suis pas... je ne pars pas avec eux sur ce point-là. Je pense que la géopolitique, parce qu'il s'agit de ça, son influence au niveau mondial, chez les républicains, c'est des situations vraies que là où il n'y a pas d'entente, il peut y avoir des guerres. Ils peuvent susciter des guerres comme ils l'ont fait en Irak, parce que c'était George Bush qui était là. Et ça peut arriver pour toute puissance, mais surtout la puissance américaine. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, Trump a appris beaucoup. Il a compris beaucoup aussi que le fait de ne pas se faire des meilleurs alliés va fragiliser l'Amérique. Donc, Trump, vous savez, quand il avait pris le pouvoir l'autre fois, il a dû casser tous les traités qui étaient là, qui engageaient des moyens pour aider l'OTAN et tout cela, et l'Europe en avait souffert. Donc il y a le protectionnisme patriotique qui est fondamentalement Trump. Je crois qu'il va... Mais Trump a toujours déclaré l'Amérique aux Américains. Oui, mais et si je suis ce que Teddy a dit, Kagame a été formé aux États-Unis. Mais cela n'est pas une garantie. Pour les intérêts américains et pour combattre le Congo. Vous pensez que Trump va encore lui dire il faut cesser, il faut cesser? Ce n'est pas pour une garantie. Les Américains ont compris que Bill Clinton, qui était au pouvoir à l'époque, qui a créé Kagame et qui a créé des guerres et qui a des concessions à l'est du pays pour les minéraux qu'il vend et toute sa richesse vient aussi de là. Et on le sait aux États-Unis. Et dans les milieux politiques, on le sait également. Donc Trump le sait. Il a des experts. Ce n'est pas Trump qui descendra à l'est du pays. Il envoie des experts qui vont réfléchir, qui vont lui proposer des choses. Dernièrement, vous savez, il y a des Rwandais qui sont allés dire à Trump, non, les Congolais ont chassé, ont sorti les prisonniers, donc ils viendront envahir l'Amérique. Et Trump avait réagi, mais il y a eu des Congolais qui sont allés là pour démentir cette situation. Et Trump n'est plus revenu là-dessus. Donc il écoute, il entend. À dire que Trump ne va rien apporter. Mais moi, je pense que, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose là-dessus. L'émission est finie, professeur. L'émission est finie. Oh là là, mais je vais terminer quand même. Mais lorsque vous voyez dans les cercles de Trump, on ne voit aucun noir là-bas. Oui, mais non, c'est pas grave, ça viendra. Est-ce qu'il n'y a que le cercle là? Mais donc, quand on dit les Américains d'abord, on dit également ici, le président... C'est ce qu'il a dit, le peuple d'abord, c'est pareil. Donc, oui. Voilà. Oui. On a fini, professeur, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, coopérer avec Trump, on ne peut rien attendre.
Donc j'enseigne des cours de coopération internationale, économie internationale, mais ouais. on doit avoir quoi emmener. Ça va, pour mieux coopérer. Il ne faut pas compter vraiment sur... Merci, professeur Dadi, Saleh, docteur en économie de développement et spécialiste des pays du Sud, également professeur d'université et auteur de plusieurs ouvrages. Merci à Sylvain Chico Jimbumba, docteur en philosophie, professeur des universités, chercheur et auteur, fondateur du Centre de recherche et documentation africaine. Il est aussi spécialiste des questions politiques africaines, de l'éthique appliquée et organisationnelle des entreprises et institutions sociales publiques et du Conseil international d'études francophones. Merci à Teddy Fitou, journaliste et directeur de publication du journal L'Objectif et rédacteur en chef du journal, rédacteur en chef adjoint du journal Congo Profond, philologue et chercheur. Il est aussi PDG d'Abra Claudie Service, expert en communication et des questions internationales. Teddy Fitou, également écrivain, auteur de Congo. Merci pour votre présence. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Bruno Panda. La suite, le jeudi prochain. Au revoir. Professeur. Merci beaucoup. Merci.